Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce débat virtuel à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une commémoration qui se passerait presque sous silence cette année en raison de la pandémie de la Covid-19 qui secoue le monde. Et pourtant, la situation sur le front de la riposte, la riposte contre le VIH-Sida reste plus que jamais très critique. En tout cas, la bataille est encore loin d'être gagnée. Et c'est justement dans ce contexte que l'Assemblée parlementaire de la francophonie tente de tirer la sonnette d'alarme à travers notamment son réseau de lutte contre les pandémies, à l'initiative donc de ce webinaire. 30 ans de combat contre ce fléau, où en est-on avec la maladie dans le monde, qu'en est-il de la situation dans les pays en développement? Enfin, comment vivent les personnes malades du sida dans ce contexte singulier de la pandémie de la Covid-19? Eh bien, pour en parler, nous recevons dans ce débat virtuel Monsieur Christian Levrac, qu'on présente plus du moins à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous êtes conseiller aux États suisses, président du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Bonsoir, Monsieur Christian Levrac, et bienvenue. Bonsoir. Alors, un mot peut-être sur ce réseau que vous pilotez de manière générale sur le contexte de cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Bon, c'est un des réseaux qui a été créé au début des années 2000 dans le cadre de la francophonie sur demande des États d'Afrique subsaharienne et d'Afrique centrale qui demandaient de mieux coordonner nos efforts dans le contexte de l'Assemblée parlementaire pour lutter contre le VIH dans un premier temps. Son mandat a ensuite été étendu à la tuberculose et au paludisme. L'APF et ce réseau regroupe 70, un peu plus de 70 États et parlements, et chaque parlement a désigné en son sein un coordinateur de ces questions de VIH. Et nous nous réunissons plusieurs fois par année, en fait, en règle générale 2 fois par année, pour débattre de la réponse globale au VIH. Nous essayons de le faire en lien étroit avec le Fonds mondial, en lien avec ONU-SIDA, et nous essayons, dans toute la mesure de nos possibilités, de porter leur plaidoyer auprès de nos instances nationales, qu'il s'agisse de financement, qu'il s'agisse de gouvernance, qu'il s'agisse de réponses sur le terrain. C'est le mandat général qui nous est donné. Il est clair que cette année, notre priorité, c'est le maintien de la prise en charge des malades, le maintien des actions de dépistage, le maintien des services de santé communautaire dans le contexte de la COVID-19. On s'est livré un bilan avec le Fonds mondial et ONU-SIDA et l'OMS la semaine dernière, et le bilan, sans être catastrophique, il est inquiétant. On est passé très près d'une rupture d'ARV dans les 2/3 des États concernés. Il a fallu que l'OMS intervienne assez massivement en fait, pour garantir un maintien des stocks en ARV qui soit satisfaisant sur le plan de plusieurs États. Les communautés ont réagi de manière assez intelligente en essayant de distribuer des ARV pour des périodes beaucoup plus longues. Dans la mesure où les contacts étaient plus difficiles, ils ont essayé de distribuer aux malades des ARV de manière plus longue. Mais les grandes faiblesses de la situation actuelle à laquelle on est confronté, c'est étonnant de constater que c'est aussi le cas au Nord. C'est une baisse massive du nombre de dépistages et de l'accès aux tests de dépistage. C'est une baisse assez massive aussi des nouvelles prises en charge. Donc, il semblerait qu'on n'ait pas eu de rupture généralisée des ARV, mais par contre des difficultés à mettre sur pied de nouvelles prises en charge. Et puis, c'est une approche tout autour de cette question du Covid qui se fait le plus souvent sans les concerner, sans inclusion communautaire. Et c'est dommage, parce que c'est une des vraies leçons qu'on avait tirées de l'épidémie de VIH, c'est que toute mesure qui
qui va vers les communautés, qui est inclusive, qui tient compte des expériences, des réflexions des communautés concernées, a beaucoup plus de chances de rencontrer un écho que des mesures qui sont imposées par le haut de manière plus ou moins policière en fonction des mentalités, des attentes des populations dans les différents. Très bien, Monsieur Lefra. Je vous propose d'y revenir plus longuement dans le courant donc, de ces débats. Pour l'instant, je m'en vais tout de suite vous présenter la deuxième intervenante, Madame Stéphanie Tchombiano. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, coordinatrice également du think tank Santé mondiale 2030. Experte également en santé mondiale. Bonsoir Madame et bienvenue dans ce débat. Bonsoir, ravi d'être ici avec vous. Un mot également peut-être sur les activités que vous menez en tant qu'experte en santé mondiale. Oui, peut-être effectivement c'est bien de dire quelques mots juste pour replacer un petit peu l'endroit d'où je pars. Donc, en ce qui me concerne, donc moi j'ai travaillé pendant 16 ans en Afrique de l'Ouest et du Centre. D'abord pendant 8 ans pour la Croix-Rouge, puis pendant 8 ans en tant que chef de mission pour une ONG qui s'appelle Soltis et qui travaille toujours en partie sur l'accès aux antirétroviraux pour les pays du Sud. Et donc du coup, que ce soit pour la Croix-Rouge ou pour Soltis, j'ai travaillé en gros au Niger, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Tchad. Et donc essentiellement sur ces questions de la prise en charge du VIH-Sida. Et puis ensuite, j'ai coordonné pendant 3 ans ce qu'on appelle l'initiative Sida, Palu, Tuberculose, voilà, que vous connaissez certainement, qui est rattachée à Expertise France. Voilà. Et puis donc maintenant, je suis à la fois donc, effectivement à l'université où je coordonne un master développement et aide humanitaire. Et puis aussi, je coordonne donc, le think tank Santé mondiale 2030, qui est un think tank qui regroupe une vingtaine de personnes qui sont très impliquées sur les questions de santé mondiale au niveau français, et, voilà, et qui est notamment présidé par Jean-François Delfrécy. Voilà, donc du coup, ce sera un peu, comment dire, c'est bien effectivement de vous dire un petit peu d'où je parle. Voilà. Très bien, Madame. Avec vous. Très bien, Madame Tchombiano. Alors, notre troisième intervenant, que je vais aussi présenter très rapidement, Monsieur Alain Obiang-Koungela. Vous êtes directeur du développement des stratégies, des projets et politiques de l'ONG gabonaise Medioa Santé Plus. Également, à vous, pratiquement la même question. Un mot sur vos activités et le cadre dans lequel vous intervenez dans ce débat. Merci encore. Je pense que le décor a été un peu planté par M. Lefra. Je me présente encore Alain Obiang-Koungela. Je vous remercie encore pour l'invitation parce que quand je comprends bien, c'est une première quand même en tant que personne ressource vivant avec le VIH, d'intervenir à ce niveau de la francophonie. Oui, je développe en tant que personne vivant avec le VIH des stratégies communautaires. Et effectivement, depuis déjà plus de 10 ans avec mon organisation, on tente de mettre des plaidoyers forts afin que l'approche communautaire soit vraiment une réalité dans les pays francophones et surtout du centre. Comme vous allez le constater, dans les approches communautaires, les pays du centre ne sont pas encore très au point en la matière. C'est pour ça, dans nos plaidoyers, nous demandons cet appui dans le cadre de gouvernance et bien d'autres cadres. Et nos informations, les informations remontées par nos organisations commencent à prendre un peu des fruits. Mais comme on va peut-être l'étaler au fur et à mesure du débat, le problème de volonté politique va encore s'opposer. Bon, merci. Alors, merci également à vous, Monsieur Mbela. Je remercie en tout cas les internautes également qui nous suivent. Merci à vous trois de nous apporter dans ce débat vos expertises donc, sur la question. Je suis moi, Norbert Bonso, chargé de mission à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on y est déjà rentré d'une certaine manière. Je voudrais juste rappeler quelques modalités pratiques pour vous dire que le débat durera à peu près 1 heure et que vous aurez la possibilité d'interagir aux propos des uns et des autres. C'est un débat assez ouvert donc. Et puis, troisième point très important, les internautes dont je parlais qui nous suivent là en direct sur l'ensemble de nos plateformes en ligne peuvent également intervenir dans ce débat en nous posant directement les questions. Je ferai le plaisir donc de les relayer à nos intervenants, à nos panélistes. Voilà donc pour les modalités pratiques de ce débat. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous.
Monsieur Christian Lebrun, on le savait déjà avec le VIH, le sida, on le sait, davantage avec la COVID-19. En réalité, personne n'est assez protégé d'une épidémie tant que tout le monde, en tout cas, ne l'est pas. Ce constat est d'autant plus vrai aujourd'hui que la journée que le monde commémore s'inscrit autour du thème solidarité mondiale et responsabilité partagée. Bon, je vous ai déjà dit tout à l'heure quelques éléments de fond, donc j'y reviens pas. Les difficultés qui, pour les malades et pour le travail autour du VIH sont issues de la COVID sont importantes. Et elles impliquent une réponse qui soit une réponse coordonnée. J'ai le sentiment que l'OMS, le Fonds mondial, ONU-SIDA, les acteurs essentiels sur le plan global, ont pris la mesure des défis auxquels ils étaient confrontés et c'est tant mieux. Il y a des efforts importants qui ont été faits pour garantir l'approvisionnement en ARV et on doit maintenant continuer ces efforts pour faire en sorte que les dépistages puissent être à nouveau réalisés dans des volumes qui soient satisfaisants, que l'accès des malades aux soins de santé, aux soins communautaires soit garanti et qu'on puisse mettre sous traitement les malades qui doivent l'être aujourd'hui. Il y a un point sous le titre de la solidarité internationale qui nous inquiète aussi, qui n'est pas directement lié au VIH, mais qui doit maintenant mobiliser la francophonie en général et en particulier les parlementaires qui représentent les populations dans cette francophonie. C'est l'accès aux médicaments, l'accès aux tests de dépistage et l'accès aux vaccins dans le domaine de la COVID-19. Nous sommes très frappés de constater une forme de dichotomie entre les promesses et les appels des gouvernements, dernièrement au G20, il y a une dizaine de jours, à garantir à toutes et tous un accès aux vaccins sans discrimination, sans distinction en fonction de la fortune des États. Et puis, d'un autre côté, d'avoir les mêmes États qui réservent des volumes massifs de vaccins pour leur propre population. La semaine dernière, nous en étions à 50% des vaccins vraisemblablement disponibles réservés par des États qui représentent 13% de la population, avec quelques records spectaculaires. Le Canada qui a réservé à peu près 10 fois plus de doses de vaccins que sa population, ou mon pays, la Suisse, qui aussi a réservé 5-6 fois plus de vaccins que sa population. C'est une évolution qui est inquiétante. Notre Assemblée a adopté la semaine dernière une résolution qui demande aux parlementaires d'augmenter la pression sur les parlements, parce qu'on est convaincu avec ONU-SIDA et en fait avec presque tous les acteurs concernés que nous devons prendre en charge toutes les personnes vulnérables dans le monde entier et que c'est que si nous arrivons à vacciner les personnes vulnérables que nous protégeons les habitants de nos propres circonscriptions. Et ce ne sera pas en vaccinant l'ensemble de la population suisse, française ou canadienne qu'on arrivera à stopper ce virus, mais c'est en ciblant l'ensemble des personnes vulnérables. Donc ça, c'est un deuxième volet de notre activité aujourd'hui, nécessairement lié au Covid, mais qui appelle certains parallèles avec les leçons qu'on peut tirer de toute une histoire maintenant de lutte contre le VIH. Le premier, je vous l'ai dit, c'est l'implication des communautés. Très frappant de constater comme cette leçon a été oubliée dans le cadre de la lutte contre le Covid, avec comme résultat probablement de grosses difficultés des gouvernements à communiquer avec leur population dans cette deuxième vague en Europe ou dans l'hémisphère nord en tous les cas. Et puis la deuxième leçon, c'est garantir l'accès aux médicaments, aux vaccins, aux tests de dépistage pour l'ensemble des populations concernées. Et le faire non seulement parce que c'est juste moralement, mais le faire aussi parce que c'est le meilleur moyen de protéger nos populations et d'endiguer cette pandémie. Elle doit être endiguée globalement si on veut résoudre les problèmes locaux. Et c'est le message que nous devons porter auprès des populations, même si je sens bien que pour les habitants de mon pays ou de France, du Canada, spontanément, on pourrait avoir un réflexe un peu différent, mais parfois, il faut avoir une communication un peu pédagogique et offensive.
Très bien, Monsieur Lebrun. Alors, à la lumière justement de ce volet peut-être, je dirais, solidarité eu égard à l'urgence de la situation que vous évoquez sur le VIH-Sida, ce qui est peut-être très frappant aussi de remarquer, Monsieur Mbella, c'est que finalement on se rend compte que la COVID-19 est d'une certaine manière révélatrice aujourd'hui de bien d'inégalités établies dans nos sociétés et que cela pourrait éventuellement exacerber les difficultés auxquelles sont déjà confrontées les personnes vivant avec le VIH-Sida. Merci encore. Je suis encore un peu apeuré par la façon dont on communique un peu. Et effectivement, je viens de voir qu'il s'installe un problème de communication. En tant que communautaire, je pense que les mesures prises en amont par le Parlement devaient être d'abord consultatives et participatives avec ces communautaires avant de prendre certaines décisions. Vous allez constater dans certains pays de la zone centrale comment la communication sur la COVID n'a pas amené facilement les communautés à adhérer. Donc, c'est-à-dire que l'approche de la communication pédagogique n'a pas été opérée de manière qu'il faut. Aujourd'hui, on parle de vaccins pour les populations vulnérables. Est-ce qu'une communication opérable va être faite afin d'amener l'adhésion de ces communautés-là? Aujourd'hui, notre communauté ne comprend pas vraiment pourquoi le vaccin. Disons quand même que sur le plan local, on n'a pas enregistré des cas de personnes vivant avec VIH plus ou moins affectées, je ne sais pas, plus ou moins décédées. Mais nous savons dans le cas, par exemple, qu'ils étaient très vulnérables dans la période de Covid. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous ne parlons pas ici du recul de la prise en charge. Nous parlons plutôt, nous, ici, d'une évidence de la COVID sur les politiques et programmes mis en place. La COVID, pour nous, est un moyen qui est venu remonter déjà les problèmes qui subsistaient déjà au sein même. Donc, la COVID a monté encore le pouvoir de la communauté dans les services de santé. C'est-à-dire que cette science qui permettrait en avant de renforcer le système de santé conventionnel. Donc, en apport au système, à la science médicale. Donc la COVID était révélatrice. On a assisté, comme le disait tantôt, au manque, parce qu'on a fait des suitages au niveau des ARV, au manque de certaines molécules d'ARV, donc obligé de faire des suitages. Mais les suitages ne correspondent pas souvent à l'état de santé du patient. On peut dire suitage, mais ce n'est pas souvent, quelquefois, le bon traitement à cette personne. On a dû réparer certaines choses. Et cette situation de COVID nous a été révélateur, par exemple, des cas de perdu de vue. Donc, des personnes qui n'ont pas été testées, qui restaient dans la communauté, qui sont ressorties durant la période de confinement dû à leur état de santé. Il fallait réagir très vite. Et comme je dis, c'est pour ça qu'on a sollicité l'appui des partenaires bilatéraux comme l'ONU-SIDA afin d'appuyer des programmes que nous sommes en train de mettre en place pour venir en appui à cette communauté. Les mesures sur la COVID n'ont pas pris en compte cette communauté très vulnérable. Nous avons enregistré des décès à ce niveau-là et je ne pense pas que c'est fini pour le moment parce que même aujourd'hui, quand on commémore la solidarité globale, 40 ans après l'apparition du VIH, nous comprenons toujours que le VIH toujours s'enracine dans les communautés et la régression des campagnes de sensibilisation, de prévention vers ces personnes-là dans les communautés a pris un coup. On a tiré la sonnette d'alarme au niveau des pays francophones, mais on a comme une évidence que tout se passe, tout est politisé dans la mesure où toutes les décisions ne prennent pas en compte les états psychosociaux de ces patients-là, même en matière de plaidoyer, quand on demande pour l'observance des ARV qui conviennent, parce que dans les personnes vulnérables, vous avez des apprenants, dont des adolescents, vous avez des travailleurs. Le problème de l'observance, il faille qu'on s'asseye pour voir comment un certain nombre de personnes peuvent être observantes tout en vaquant à leurs occupations, comme les adolescents et les jeunes. Ça devient compliqué. En gros, pour vous, il y aurait aujourd'hui un recul qui serait constaté sur le front aujourd'hui de la riposte donc, au VIH-Sida. Peut-être, Madame Stéphanie Tchambiano, comment aujourd'hui expliquer ce recul-là, alors qu'on sait que beaucoup de choses ont été faites depuis pour
justement faire en sorte qu'on puisse conforter tout ce qui a été fait en matière de lutte contre le VIH-Sida? Alors, je pense effectivement qu'il y a plusieurs éléments ici à prendre en compte. Enfin, d'abord, le fait effectivement que ces effets collatéraux négatifs qu'on évoque depuis tout à l'heure, ils sont liés non seulement à la pandémie, mais aussi à toutes les mesures finalement qui ont été prises par les différents gouvernements. Et ça, c'est quand même assez intéressant à prendre en compte finalement. Le fait que ces mesures qui ont été prises pour limiter la propagation du virus ont paradoxalement rendu aussi moins disponibles l'ensemble des acteurs et l'ensemble des produits pour la lutte contre le VIH-Sida. Alors en l'occurrence, je pense qu'on peut identifier plusieurs répercussions, plusieurs impacts qui du coup comment dire, sont en lien avec ces risques de recul, on va dire, de la lutte contre le VIH-Sida. Alors le premier impact, évidemment, c'est tout ce qui concerne la diminution de l'accès aux services de santé. Donc même si, effectivement, comme le disait tout à l'heure Christian Levrat, ça a été un impact qui a été un petit peu moins important que ce qu'on imaginait, mais on a quand même eu une diminution effectivement très importante du nombre de personnes dépistées. Et ça, je pense vraiment au niveau global et dans tous les pays. Je sais qu'en France, par exemple, on a eu à peu près 650 000 tests de dépistage de moins sur le semestre qui vient de s'écouler comparativement à l'année dernière. Donc, ça veut dire vraiment du coup une diminution très importante, une diminution aussi typiquement du nombre d'IST dépistés avec forcément des conséquences sur l'accès aux antirétroviraux et donc typiquement sur la mortalité. Là, je lisais tout à l'heure que le Fonds mondial estimait qu'en 2020, le nombre de décès liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme pourrait quasiment doubler à cause de la pandémie Covid-19. Donc, c'est vraiment du coup un effet très important en termes d'accessibilité aux services de santé. Deuxième effet, c'est tout ce qui concerne la diminution des activités de prévention du VIH sur le terrain. Donc là, j'entends tout ce qui est évidemment de l'ordre de la sensibilisation, tout ce qui est de l'ordre de la prévention de la transmission mère-enfant, la promotion des préservatifs, la PrEP, etc. C'est sûr que les systèmes de santé et les acteurs, y compris au niveau communautaire, ont été un peu dépassés parce que très mobilisés sur la Covid notamment. Et donc, du coup, avec une difficulté... Justement, à ce niveau, si vous permettez, pour vous permettre peut-être de poursuivre dans ce même ordre d'idée, est-ce que vous direz aujourd'hui, comme d'ailleurs le pensent un certain nombre d'observateurs, que l'épidémie irait beaucoup plus vite que la riposte qui a été mise en place? Alors, oui, effectivement. Je pense déjà qu'il faut avoir en tête le fait qu'avant même l'épidémie, on était déjà en train un petit peu de perdre la trajectoire qu'on s'était fixée au niveau international. Voilà, et ça, c'est vrai au niveau global. Donc voilà, c'est très important aussi d'avoir ces idées-là en tête. En fait, on sait qu'avant même l'émergence finalement de l'épidémie de Covid, on avait déjà une stagnation des financements, par exemple au niveau international, qui risquait du coup d'avoir une implication sur la lutte contre le VIH-Sida. On avait déjà une remontée finalement du nombre d'incidences avec notamment des nouveaux cas dans les pays d'Europe de l'Est, typiquement, des nouveaux cas de VIH-Sida. Donc voilà, on sait effectivement que la trajectoire déjà était relativement menacée. Donc bien évidemment, c'est exactement le mauvais moment finalement pour que l'épidémie de Covid finalement vienne perturber les résultats en la matière. Alors, on comprend, d'après ce que vous dites, il y a effectivement aujourd'hui urgence à agir en ce qui concerne la riposte au VIH-Sida. Mais il y a peut-être ces questions aussi qu'on pourrait se poser, c'est finalement de voir est-ce qu'on serait peut-être aujourd'hui dans une forme de crise de la riposte, la lecture de tout ce que vous venez de détailler, des difficultés qui étaient déjà bien présentes, à répondre correctement donc, à cette riposte. Est-ce qu'on parlerait aujourd'hui d'une crise de la riposte clairement ou peut-être vous trouvez que c'est peut-être exagéré? Je pense qu'on peut utiliser ces termes, hein, même si effectivement, comme le disait tout à l'heure Christian, je pense que beaucoup a été fait quand même, notamment par les acteurs de terrain, pour essayer de maintenir le lien finalement, d'assurer la continuité des services en matière de VIH-Sida. Christian évoquait tout à l'heure, par exemple, toutes les dynamiques autour de l'espacement des prescriptions d'antirétroviraux qui ont été mises en place par les acteurs. Il y a eu des systèmes de stockage et de livraison au niveau communautaire. Il y a eu l'utilisation aussi des nouvelles technologies avec notamment des séances de télémédecine ou d'assistance virtuelle en utilisant
les nouvelles technologies. Je pense aussi, par exemple, à tout ce qui a été fait sur les autotests, notamment les programmes, par exemple, de Soltis justement sur l'accès à des tests qu'on peut faire soi-même pour essayer justement de combler la difficulté d'accès liée à la pandémie. Donc voilà, en tout cas, il y a eu aussi, je pense aussi à des initiatives, par exemple, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et par exemple, les WhatsApp qui ont permis du coup à la fois le suivi des patients à distance ou l'utilisation d'Internet pour justement essayer de combler ces difficultés. Donc effectivement, beaucoup d'innovations ont été mises en place finalement pour maintenir le cap. Mais malgré tout, je pense effectivement qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise avec des reculs évidents à la fois sur le plan sanitaire, donc en termes d'incidence, en termes de mortalité. Je veux dire, on sait aujourd'hui qu'on n'atteindra pas l'objectif 2020 qui était du coup de mettre 30 millions de personnes sous traitement antirétroviral. On le sait aujourd'hui, il est certain que la pandémie de Covid a certainement joué un rôle dans le fait qu'on n'atteigne pas cet objectif. On a aussi des reculs en termes de lutte contre les inégalités, de questions des droits humains, et puis aussi des risques aussi sur le plan financier, avec le fait que la lutte contre la Covid risque peut-être de détourner les financements de la lutte contre le sida vers d'autres enjeux. Voilà, on était déjà dans une situation où on avait une stagnation en fait, des financements internationaux depuis 5 ou 6 ans. Il faut absolument aujourd'hui qu'on lutte contre une forme de fatigue des donateurs, de fatigue un peu politique d'une certaine façon, avec ce sentiment faussé finalement qu'on aurait atteint une grande partie des objectifs en matière de sida. Donc là, pour le coup, je pense qu'il est très important d'entendre aussi l'appel de tous ceux qui craignent qu'on ait une reprise de l'épidémie de VIH-Sida si les efforts de la communauté internationale, pour le coup, venaient à se relâcher. Voilà, donc on a aussi un risque politique, en fait, qui est le fait que le VIH devienne finalement une maladie comme les autres et cesse de devenir une priorité pour la communauté internationale. Donc voilà, je pense que c'est très important de garder le cap et de bien le dire, notamment aujourd'hui, Journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, je pense que tous les trois, vous partagez d'une certaine manière aujourd'hui ce recul-là qu'on peut constater et la nécessité d'agir. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, M. Christian Leva, que fait-on aujourd'hui pour relancer cette réponse? Je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui quand même. Bon, je suis évidemment pas de recette toute faite, sans ça je ne serais pas là. Les deux mots-clés ont été fournis à mon sens par la préopinante tout à l'heure. Le premier, c'est évidemment le risque d'une certaine fatigue des donateurs et un essoufflement institutionnel autour de ces questions, même si la reconstitution des fonds du Fonds mondial à Lyon l'an dernier, c'est au final relativement bien passé. Il est important qu'on garde un élan positif autour de cette question du financement et de l'effort commun. On vient de voir avec la Covid les conséquences d'une pandémie sur laquelle on perd le contrôle. Et on vient de réaliser les dégâts économiques, notamment qu'elle peut provoquer, avec un ralentissement massif de l'activité mondiale et des coûts qui sont un multiple des coûts qu'on engage directement pour lutter contre la pandémie. Et ça devrait, dans le cas du sida, dans le cas du TB, dans le cas du palu, nous mettre un peu en garde et au contraire renforcer notre volonté à lutter contre ces efforts. Le deuxième élément, le deuxième mot-clé qui me paraît important, c'est droit humain. Parce que c'est aussi une des leçons qu'on a tirées ces dernières années, c'est quand la question des droits humains des personnes concernées, de la protection de ces droits, elle est évidemment décisive sous l'angle des malades eux-mêmes, mais elle est aussi décisive pour articuler une politique de riposte qui soit cohérente. Et on se rend compte aujourd'hui, nous sommes un réseau global et nous avons des échanges assez étroits avec nos collègues, notamment d'Afrique subsaharienne et centrale. On se rend compte que la question des groupes particulièrement vulnérables, des campagnes de prévention à destination des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, des travailleurs et des travailleuses du sexe, des prisonniers, que ces campagnes d'information-là, cette nécessité d'aborder ces questions de manière ouverte
et avec le respect de la dignité des personnes concernées, c'est un des éléments fondamentaux si on veut faire reculer encore le VIH. La propagation de la maladie aujourd'hui, elle est telle qu'on doit se concentrer sur ces groupes particulièrement vulnérables, qu'on doit leur parler, qu'on doit d'abord cesser de criminaliser les malades du VIH, comme c'est malheureusement encore le cas dans toute une série d'États, aussi bien au nord qu'au sud d'ailleurs. Ensuite, de faire en sorte qu'on ait de véritables campagnes à l'intention de ces groupes, malgré les réserves culturelles, religieuses parfois qu'il peut y avoir, mais qu'on ait un principe de vérité, de transparence dans les échanges qu'on a et dans l'articulation des campagnes qu'on met en œuvre. Sans ça, on mène des campagnes qui sont peut-être politiquement correctes, mais qui passent à côté des des principaux destinataires en fait, auxquels on devrait s'adresser. Et c'est des débats qui sont difficiles, c'est des débats qu'on mène avec nos collègues. Vous pouvez imaginer qu'ils ne sont pas toujours follement enthousiastes de débattre de la situation des homosexuels dans leur pays respectifs. Ils ont parfois le sentiment que c'est une espèce d'approche qui viendrait du Nord et qui tendrait à leur imposer des valeurs, mais ce n'est pas ça. C'est une approche sanitaire, cohérente, qui met au centre de nos réflexions la nécessité d'atteindre ces communautés, de travailler avec elles pour faire reculer le virus. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas en dialogue sérieux avec les gouvernements et les parlements dans ce qui nous concerne de tous les États concernés, il est très difficile de faire des progrès supplémentaires contre la pandémie. Donc pour nous, c'est un plaidoyer très important, c'est un échange permanent qui est difficile, qui doit se faire sans moralisation. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus d'imposer des valeurs qui seraient étrangères à l'une ou l'autre culture, mais il s'agit d'avoir une approche sur le plan sanitaire qui est réaliste et de faire des progrès dans ce domaine-là. On l'a fait, on a adopté en 2015 à Berne, après presque 5 ans de travaux, une résolution qui va dans ce sens et qui demande une intensification des campagnes ciblées à l'encontre en faveur de ces groupes particulièrement vulnérables. Merci. Merci, Monsieur Obiang Ndela. C'est vrai, d'après ce que disait d'ailleurs Monsieur Christian Leroy, il y a ce lien qui est très important aujourd'hui, qu'il faut faire nécessairement entre la santé et les droits fondamentaux. Je parlerai même d'une certaine articulation entre les deux thèmes. Est-ce que c'est finalement une approche que vous partagez aussi? Effectivement, c'est une approche que je partage. Nous avons, depuis un moment, depuis 2010, plaidoyé pour une approche globale des droits humains afin de mieux cerner la question VIH. Mais je pense que, comme le disais tantôt, l'approche culturelle n'a pas été abordée dans les communications globales de la part des gouvernants pour pouvoir établir, mettre en avant cet aspect sanitaire. Récemment, nous avons essayé, on appelle ça un coup de force parlementaire, parce qu'au préalable, au Gabon, les communautés n'ont pas, les acteurs communautaires n'ont pas été consultés avant de la mise en œuvre d'un cadre légal de criminalisation de LGBTQ. Bon, si on ne tient pas compte de ce que pense sa communauté avant de pouvoir élaguer un certain nombre de choses pour que la prise en charge soit globale et effective pour toutes les communautés globales, en prenant en compte les aspects sociaux et culturels. Vous voyez même que quand on étale la chose au niveau de l'Assemblée, ça prend un autre sens. Et ça va même jusqu'à la dérive, aux écarts de communication qu'on a constatés dès que cette loi a voulu s'imposer. Effectivement, il faut revoir cette approche. La santé globale, oui. Rapidement, peut-être pour ceux qui nous suivent sur cette loi dont vous parlez au Ghana, de quoi s'agit-il concrètement et en quoi aujourd'hui cela peut constituer un exemple sur l'urgence aujourd'hui de ce que j'appelle l'articulation entre la question sanitaire et les droits humains? Effectivement, il y a quelques mois, on a abordé la question de décriminalisation pénale pour les LGBT, c'est-à-dire que la sexualité pour tous.
bon, la communauté a été un peu surprise puisque pendant la période, on parlait plus de l'aspect Covid et la loi est venue sans avoir pu consulter les acteurs. Parce que ici, nous, effectivement, nous avons des groupes LGBT et nous travaillons avec, dans le cadre, pour mettre une approche sanitaire globale. La question de violation de leurs droits en matière de santé s'oppose quotidiennement. Et nous, en tant que communautaires, nous réfléchissons comment intégrer un cadre légal afin que cet aspect sanitaire ne soit pas touché, étant donné l'orientation religieuse, sexuelle d'une personne. Mais on a été un peu surpris. La manière que ça a été fait, ça a provoqué des tollés sur le plan local au Gabon. Donc, on espère simplement qu'on va essayer de plus impliquer les communautés et de revoir cette approche-là. Parce que c'est un peu fausser la donne de ce que nous, on avait déjà travaillé comme trajectoire pour faire comprendre que non, la santé ne peut pas, la santé ne peut pas admettre de discrimination. Donc, le risque, c'est de mettre ces gens-là à part et la maladie va reprendre crescendo dans la communauté. Il fallait vraiment amener le gouvernement s'asseoir parce que c'est venu comme ça. On va avoir l'impression qu'on va faire un bond en arrière de la façon dont les choses sont communiquées. Si la couleur discriminatoire, on peut on a un petit problème de liaison. Avant peut-être de revenir à vous, Monsieur Obiambela, je voudrais peut-être passer la parole à Madame Chambiano. Alors là, il y a peut-être aussi ce qu'on peut appeler la participation citoyenne qui sans doute doit être prise en compte à la lumière donc, de ce qui s'est passé au Gabon. Alors direz-vous, comme certains aujourd'hui, qu'il faut forcément tirer les leçons aujourd'hui de la situation de la Covid pour faire en sorte que finalement tout ce qu'on a vu, je vais tirer les leçons du VIH/SIDA. En tout cas, l'un va aujourd'hui avec l'autre faire en sorte qu'il y ait vraiment des liens parce qu'on conçoit qu'on ne peut pas aujourd'hui aller dans un sens sans ignorer l'autre. Je parlais que ce soit pour le SIDA ou la pandémie de la COVID-19. Alors effectivement, je pense que la lutte contre le VIH, pour le coup, a joué un rôle absolument essentiel dans l'avènement du coup de la démocratie sanitaire, du coup dont Alain Guy parlait jusqu'alors. Je pense que surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement ces deux maladies, là où elles sont en lien en fait, et là où la démocratie sanitaire joue beaucoup, c'est que toutes les deux, pour toutes les deux, en fait, le comportement des gens va jouer un rôle absolument central finalement dans la dynamique de l'épidémie. Alors c'est vrai que je pense que dans un premier temps, et c'est certainement le cas au Gabon comme dans quasiment tous les pays du monde, il y a eu une réponse politique, médicale très forte, top-down, comme on dit en quelque sorte. Mais du coup, aujourd'hui, on peut penser effectivement qu'il est temps de passer à une nouvelle phase en fait, de la lutte contre la Covid, qui donne vraiment une place à la démocratie sanitaire et qui du coup puisse vraiment se tirer des leçons en fait, de la lutte contre le VIH/SIDA. C'est d'abord une question de principe, mais en fait, c'est surtout une condition sine qua non en termes d'efficacité de la lutte contre la maladie. Et je pense qu'il y a vraiment trois raisons pour lesquelles il faut impérativement en fait, plus de démocratie justement dans la lutte contre la Covid. La première raison, c'est que, bon, évidemment, si on veut que les gens modifient leur comportement, si on veut que les gens portent des masques de la même façon qu'on voulait hier, et qu'on veut toujours d'ailleurs que les gens mettent des préservatifs ou qu'ils respectent par exemple les règles de distanciation sociale, ça suppose qu'ils adhèrent véritablement aux politiques qui sont mises en place et que pour ça, il faut qu'ils participent à la décision, il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils aient leur mot à dire, il faut qu'ils se sentent entendus aussi. Et c'est vrai qu'on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur la faisabilité ou l'acceptabilité de certaines normes. Pour le coup, là, il y a un vrai rôle de la démocratie sanitaire en termes d'adhésion finalement aux politiques. La deuxième raison, c'est que finalement, on a besoin de l'expertise de la société civile. On a besoin de l'expertise des associations de patients, par exemple, comme on en a eu besoin dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. On a besoin de ces compétences très spécifiques, on a besoin de tout ce savoir-faire, en tout cas, que n'ont pas les administrations, que n'ont pas non plus les responsables sur le plan médical. Voilà, donc du coup, les associations, elles ont accès effectivement aux populations les plus vulnérables, les plus marginalisées, etc. Et l'histoire de la lutte contre le VIH/SIDA, justement, a très, très fortement marqué finalement cette puissance du milieu associatif. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important et pour le coup, ça manque à la lutte aujourd'hui contre la Covid de manière
assez importante. Et puis enfin, la troisième raison aussi, c'est que cette démocratie sanitaire, elle donne plus de légitimité aux autorités qui en ont perdu, on l'a vu dans beaucoup de pays avec la crise. Il y a de manière générale, je pense, un espèce de sentiment de méfiance à l'égard de certaines élites qui existent dans beaucoup de pays. On a beaucoup de fake news, de contre-vérités, de fantasmes, de remise en question des autorités, etc. Et je pense que pour le coup, réinstaurer de la démocratie sanitaire, ça permettrait véritablement, finalement, de redonner de la légitimité aux autorités. Voilà. Alors après, bon, la question qui se pose, c'est comment, de manière concrète, est-ce qu'on peut faire mieux participer la société civile en général et puis les citoyens de manière globale. Donc évidemment, bon, ça c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Les députés jouent un rôle absolument fondamental aussi sur ces questions. Il faut s'assurer que les citoyens sont représentés dans les instances de consultation aussi, au moins par le biais de la société civile. Et ça, je pense à toutes les échelles, au niveau local, au niveau national, au niveau régional, au niveau mondial aussi, puisque maintenant les décisions elles doivent se prendre aussi sur le plan global, sur le plan mondial. Je pense que peut-être une des leçons de la lutte contre le VIH/SIDA aussi, c'était l'implication des personnes séropositives elles-mêmes dans cette mobilisation extrêmement forte. Voilà, et ça a donné évidemment une force, une légitimité, un moteur très fort à la lutte contre le VIH/SIDA. Aujourd'hui, effectivement, on n'entend pas aujourd'hui, par exemple, la parole de ceux qui sont guéris de la Covid. Et ça, pour le coup, peut-être qu'il y aurait là un axe peut-être d'intervention qui permettrait du coup de faire vivre davantage peut-être cette démocratie sanitaire. Voilà, maintenant, toutes les épidémies ne sont pas non plus les mêmes et je pense qu'effectivement, toutes les épidémies ne créent pas des communautés comme l'épidémie de VIH/SIDA qui a été assez exemplaire et particulièrement forte, bien évidemment. Voilà, en tout cas, je pense que c'est effectivement cette question de la démocratie sanitaire qui a été citée à la fois par Christian et par Alain Guy. C'est vrai que je pense que c'est vraiment un des grands défis, en tout cas des mois qui s'annoncent, en fait. À mon avis, pour les temps à venir, il y a énormément effectivement à faire sur ces questions de démocratie sanitaire. Merci. Alors, Monsieur Christian Lovra, peut-être sur la démocratie aujourd'hui sanitaire, mais avant peut-être de répondre ou de revenir sur cette question de la démocratie sanitaire, je voudrais vous relayer une question d'un internaute qui voudrait savoir si l'OMS ne devrait pas réguler et mieux coordonner les efforts de riposte pour la lutte contre le sida. Si oui, comment? Je laisse c'est à qui veut la prendre la parole pour peut-être répondre à cette question de l'internet. Je me permets de vous reposer la question que vient de nous envoyer un internaute. Comment l'OMS devrait-elle réguler et mieux coordonner les efforts de riposte pour la lutte contre le VIH? Peut-être, moi je veux bien peut-être essayer de donner peut-être une réponse à cette question, juste pour rappeler quand même que l'OMS n'a que le pouvoir que les États membres lui donnent en fait, et c'est ça ce qui fait à la fois toute sa légitimité mais aussi toutes ses limites. Et en l'occurrence, les États sont-ils prêts à accepter une OMS plus contraignante, une OMS qui va imposer ses standards, une OMS qui pourrait par exemple diligenter une équipe pour aller voir de visu sur le terrain ce qu'il en est au-delà des déclarations officielles des pays membres. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau, en tout cas une discussion au niveau international sur le rôle de l'OMS. Et on peut imaginer aussi que dans les mois à venir, on pourrait avoir une réorganisation peut-être du dispositif institutionnel de la santé mondiale. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense effectivement qu'on a besoin d'une OMS qui soit plus forte, qui soit peut-être plus contraignante et qui puisse réellement jouer ce rôle du coup de coordination qu'on lui demande de jouer sans en lui donner réellement les moyens, à mon avis. Je vais peut-être revenir sur la participation citoyenne ou éventuellement, si vous voulez toujours intervenir sur le rôle aujourd'hui que l'OMS pourrait jouer. Je peux vous dire un mot sur ma perception de l'OMS, mais je crois que ce n'est pas très original parce que tout le monde semble tirer un peu les mêmes conclusions de la période qu'on a traversée. C'est une forme de mélange des genres à l'OMS. C'est d'un côté une organisation internationale avec les contraintes diplomatiques qui sont les siennes, avec la nécessité d'intégrer les États-Unis, la Chine, des intérêts géostratégiques un peu divergents. Et puis, c'est d'un autre une autorité scientifique
médicale, disons-le, et il faut peut-être clarifier un peu les différents rôles de l'OMS. La France demande la création d'un GIEC de la santé, ce groupe d'experts internationaux sur le climat qui a été instauré et qui sert, je dirais, d'autorité scientifique dans le domaine climatique. Peut-être qu'on devrait faire quelque chose de similaire autour du domaine de la santé et instaurer, ou plutôt mieux distinguer en fait le rôle diplomatique de l'OMS, de ses approches scientifiques, notamment dans toute la manière dont elle a géré le développement du virus. Il n'était jamais très clair si l'OMS parlait en tant qu'organisation internationale chargée de coordonner la riposte des États entre eux, ou en tant qu'autorité scientifique. Peut-être que là, on pourrait faire des progrès. Sur la question communautaire, moi, je l'ai dit d'emblée, je pense que c'est la véritable lacune à laquelle on est confronté. C'est l'implication des populations dans la riposte à la Covid. C'est pas possible de prendre des mesures qui sont au final des mesures liberticides, peut-être justifiées, mais liberticides, et de le faire contre les populations. On peut le faire qu'avec leur assentiment ou qu'avec leur participation active, qu'avec au moins un minimum de compréhension de leur part. Et c'était compréhensible que lors de la première vague du Covid en mars-avril, on n'ait pas tellement d'autres choix qu'une approche top-down, de haut en bas, dirons-nous en francophonie ou quelque chose comme ça. Mais enfin, depuis, on a eu 6 mois. Et ces 6 mois-là auraient dû nous permettre de beaucoup mieux impliquer les populations concernées. Alors, les malades, c'est une chose. Je parle d'idée qu'un jour ou l'autre, ils guérissent, ils peuvent parler de leur expérience. Peut-être évidemment un peu la différence avec le VIH-Sida. Vous avez des gens qui, pendant des années et des années, sont impactés. Ici, c'est peut-être moins évident. Mais toutes les populations concernées. On nous a dit que les personnes âgées sont particulièrement à risque. Je crois que les mesures de la deuxième vague, elle devait être préparée, développée avec les organes représentants ces personnes âgées. Je crois qu'il y a idem dans les branches économiques. On a imposé des mesures en fonction des États, mais relativement strictes à certains secteurs économiques. Ces mesures, elles ont été en partie chez moi, en Suisse, où on a une tradition de consultation et d'implication assez forte liée aussi à la démocratie directe. Mais l'implication est sans aucune comparaison avec ce qu'on connaît dans d'autres domaines. Et ça explique les difficultés, l'absence de confiance à laquelle on est confronté maintenant. L'absence de confiance, entendons-nous bien. Et après, je reviendrai à vous, monsieur Bella. Je sais que vous êtes. Avant de revenir à vous, monsieur Christian Lebrun, entendons-nous bien. Et c'est-à-dire aujourd'hui que les mesures sanitaires qui ont été prises par les gouvernements ont d'une certaine manière été jugées comme des mesures qui ont négligé les droits fondamentaux et notamment ceux des personnes vivant avec le VIH. Moi, je crois que c'est deux choses un peu différentes. La question de la Covid, il y a des mesures qui ont été prises, qui étaient vraisemblablement nécessaires sur le plan sanitaire, qui sont relativement mal acceptées par une partie de la population. Et j'ai le sentiment que si on avait tiré les leçons de la lutte contre le VIH et de l'importance de l'implication des communautés dans la formulation de ces mesures, on aurait probablement pu faire un peu mieux. C'est tout simplement ça, je crois qu'il faut retenir. Et si on devait être confronté à une forme de troisième vague, il me paraît assez urgent de restaurer un minimum d'échanges avec les franges les plus difficiles de la population, disons-le comme ça, et d'impliquer davantage la population. On ne lutte pas contre une pandémie avec des mesures de police. On peut le faire pendant quelques temps, on ne peut pas le faire dans la durée. On doit impliquer les populations, on doit les convaincre de faire ce chemin-là avec nous. C'est la seule manière de procéder. Et puis, dans le cadre du VIH, c'est une leçon qui s'est imposée depuis le début des années 90 avec des communautés extraordinairement actives, extraordinairement organisées, qui ont su se faire entendre et qui ont su faire évoluer les politiques publiques de prise en charge, y compris sur le plan global, pour intégrer leurs besoins. Et c'est pour moi un peu la leçon qu'il y a à tirer de la manière dont on a procédé
on a appris au fil de 40 ans de travail, mais la leçon, c'est sans les communautés, sans les gens concernés, vous ne pouvez pas lutter contre une pandémie dans la durée. Et c'est cette leçon-là qu'on devrait retenir et qu'il faut transmettre à celles et ceux qui aujourd'hui doivent prendre des mesures sanitaires et mener des campagnes dans le domaine de la Covid. Alors, Madame, toujours sur la question, quel est selon vous aujourd'hui ce qui doit être fait? Vous en avez donné quelques pistes avant sur l'expérience qu'on peut tirer du VIH-Sida. Vous parliez notamment de la nécessité d'impliquer les personnes comme cela a été fait avec le VIH-Sida. Mais n'y a-t-il pas, au fond, un risque finalement de stigmatisation pour ces personnes-là? Alors, moi, ce que je trouve très intéressant en fait, dans la situation actuelle, c'est que finalement, dans le contexte du Covid, chacun d'entre nous va se retrouver confronté à un certain nombre de dilemmes éthiques qui rappellent d'une certaine façon en fait, ce qu'ont vécu ou ce que vivent toujours les personnes séropositives. Et ça, pour le coup, je trouve que ça nous permet de réfléchir vraiment et de repenser ces questions de droits humains, ou en tout cas de réaliser à quel point elles sont importantes. Je trouve que donc, dans nos situations individuelles face au Covid, on va retrouver notamment, par exemple, tout ce qui est la peur finalement face à l'épidémie de manière générale, avec du coup cette crainte un peu permanente, quotidienne, etc., soit pour soi, soit pour ceux qu'on aime, avec aussi ce rapport au risque qui est très particulier, où du coup on se pose des questions existentielles finalement sur le risque qu'on peut prendre pour soi, ou qu'on peut prendre potentiellement, ou qu'on peut faire prendre aux autres. On a cette question du poids, par exemple, de la culpabilité, quand on craint par exemple d'avoir mis en danger quelqu'un. On a toutes les questions autour de la douleur, on a ce rapport aussi aux moyens de protection, le préservatif d'un côté, le masque de l'autre, etc. On a ce rapport à l'incertitude qui est quand même extrêmement important, et puis ce risque d'isolement des personnes contaminées avec la Covid, qui rappelle tout à fait le poids des discriminations, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, en matière de lutte contre le VIH-Sida, pour ceux qui sont atteints ou pour ceux qui sont potentiellement atteints, avec cette crainte du regard des autres un peu permanente, etc., sur ceux qui sont considérés comme porteurs. Donc pour le coup, je pense effectivement que l'histoire de la lutte contre le VIH-Sida, elle a aussi pointé plusieurs communautés ou des minorités assez précises. On se souvient des 4 H, haïtiens, héroïnomanes, homosexuels, hémophiles. Pour le coup, la pandémie de Covid, elle concerne toute la population, mais elle pointe quand même effectivement, notamment les populations âgées comme étant les plus fragiles, et potentiellement d'autres populations comme étant porteuses du virus. Au début de la pandémie, on a quand même eu dans beaucoup de pays une forme de racisme à l'égard notamment de la communauté asiatique, par exemple. Il faut se rappeler aussi que Donald Trump lui-même, par exemple, évoquait le terme de virus chinois, ce qui est quand même extrêmement fort. Dans beaucoup de contextes, et y compris notamment dans les pays d'Afrique francophone, par exemple, je pense, et même en Europe, on a eu aussi des stigmatisations à l'égard de certaines communautés nationales. Typiquement les Italiens, plus largement les Européens aussi, dans certains contextes, ou les jeunes, de manière plus globale, qui sont souvent vus comme étant potentiellement porteurs de virus. En tout cas, bien que les choses soient effectivement très différentes, je pense que du coup, ça nous fait aussi mesurer à quel point il est absolument essentiel, en fait, d'être dans des environnements qui ne sont pas discriminants et qui, pour le coup, respectent les droits humains. Je pense qu'on ressent bien à quel point l'importance d'avoir typiquement un environnement bienveillant, un environnement qui va être respectueux des libertés individuelles, un environnement dans lequel on va oser typiquement se faire dépister sans crainte de représailles, de stigmas, de surveillance, etc. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et pour le coup, je pense vraiment que c'est peut-être avec cette inversion du stigma et le fait que finalement on est nombreux aujourd'hui à vivre face au Covid, entre guillemets, on peut du coup mesurer cette importance en fait, des droits humains qu'on a dans l'histoire de la lutte contre le VIH-Sida. Je pense que pour le coup, c'est quand même une occasion forte de ressentir soi-même individuellement, on va dire, la nécessité finalement de ces programmes qui sont respectueux finalement des droits humains et très attentifs aux questions de stigmatisation, de lutte contre la discrimination. En tout cas, je pense que c'est une des leçons aussi qu'on peut tirer de la crise actuelle.
Très bien. Je crois qu'on a depuis quelque temps un problème de connexion avec le Gabon. Je ne sais pas si M. Obiang Bella est avec nous. Oui, je peux voir apparaître à l'écran. Alors, M. Bella, on parlait aussi de cette stigmatisation qui peut se poser comme problème dans la nécessité aujourd'hui de se reporter un peu avec ce qui a été fait dans le VIH-Sida ou pour la situation actuelle aujourd'hui de la pandémie de la COVID-19. Alors, toujours, vous m'entendez, M. Bella? Je pense qu'on a quelques petits soucis toujours de connexion. Oui, M. Bella? Vous nous entendez, M. Bella? Alors, ce sont les aléas du direct. Il nous reste très peu de temps, peut-être avant de revenir, pour peut-être donner une dernière fois la parole à M. Bella. Je voudrais poser quand même une question, M. Christian Levra. Vous parliez avant de la nécessité de respecter les droits fondamentaux, mais il y a cette question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est jusqu'où peut-on limiter les droits et libertés fondamentales pour un enjeu de santé publique? Parce que c'est vrai, il y a les droits, mais il y a aussi la question de santé publique qui se pose à la fois. Vaste question qui occupe nos gouvernements depuis bientôt une année. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a dû prendre, pour lutter contre cette épidémie, des mesures qu'on n'avait pas imaginé devoir prendre. D'ailleurs, la plupart de nos législations n'étaient pas prêtes pour prendre des mesures de ce type-là. La Suisse a adopté il y a 2 ans une loi sur les pandémies et personne, elle avait fait l'objet d'un vote populaire. Vous savez qu'on vote régulièrement chez nous. Elle avait fait l'objet d'un vote populaire parce que les anti-vaccins avaient saisi un référendum et on avait eu une discussion populaire autour de cette question de l'obligation ou non de vacciner certains groupes de population. Et lorsqu'on a débattu de cette loi, aucun d'entre nous imaginait qu'on serait dans des situations dans lesquelles on devrait fermer des pans entiers de l'économie, dans lesquelles on fermerait nos écoles, dans lesquelles on serait contraint de mettre sur pied des programmes de soutien sociaux d'une ampleur sans précédent. Dans mon pays, ça fait 100 ans, c'est depuis la grippe espagnole qu'on n'a pas eu d'épidémie aussi large, et c'est vraisemblablement le cas pour la plupart des États d'Europe. Et cette question de la proportionnalité entre les mesures qu'on a dû prendre, qui vont très très loin, et les droits des citoyens, c'est une question qui est au cœur du débat politique. Et moi, je suis content que les parlements aient assez rapidement, finalement, réagi après avoir presque tous été mis entre parenthèses durant quelques semaines en première phase, qu'ils aient assez rapidement réagi et qu'ils aient repris leurs compétences pour débattre exactement de ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut demander au nom de la lutte contre une pandémie? Alors, il reste, malgré les critiques qu'on a fait, il reste un soutien de base pour les mesures qui sont prises vraisemblablement assez clairement majoritaire, mais on doit avoir ce dialogue politique sur la proportionnalité de ces mesures. On doit aller aussi loin que possible, mais aussi peu que nécessaire dans une lutte comme ça. Merci. On va tenter peut-être de redonner une dernière fois la parole à M. Obiang Bella. Vous nous entendez, M. Bella? Alors, vous souhaitez réagir, Madame Tombiano? Allez-y, en attendant peut-être revenir sur... Oui, non, peut-être juste dire effectivement que ce critère de la proportionnalité... Oui, je vous entends. Ah, pardon. Allez-y, donc on revient à vous, Madame Tombiano, après. Juste, donc, je termine. Donc, je disais que, oui, au-delà de cette question de la proportionnalité des mesures, en fait, qui effectivement est extrêmement importante, pardon, M. Lang, je pense qu'il y a aussi une autre question qui est celle de la temporalité, en fait, et du fait vraiment d'avoir un point d'attention sur le fait que ces mesures qui sont prises doivent être strictement restreintes en fait, au moment de l'urgence sanitaire, et qu'on doit bien s'assurer que dès le lendemain de la crise, il n'en sera plus question. Et à mon avis, l'un des grands enjeux finalement, c'est le risque de voir ces mesures
s'inscrire finalement dans une forme de temporalité extrêmement longue, etc. Parce qu'on sait de fait finalement que la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, elle sera certainement suivie d'autres crises. Et pour le coup, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit tous collectivement extrêmement attentifs au fait justement que ces décisions qui sont prises au nom de la santé publique aujourd'hui et du coup dans une sorte d'état d'exception sanitaire, on s'assure bien en fait que demain effectivement elles ne seront pas prolongées ad vitam aeternam finalement. Merci. Alors, tu as Obiambela. Oui. En principe, je voudrais partager une approche qui marche bien sur le plan local, malgré les stéréotypes, malgré un peu les stéréotypes culturels élagués ici et là. J'ai avec mon organisation, par exemple, de personnes vivant avec le VIH, on a des collaborateurs LGBT. Et dans notre collaboration qui est très saine, il y a un échange, un dialogue qui s'instaure chaque jour. En principe typique des lois concernant les populations vulnérables devraient s'approcher des communautés. Dans les communautés, le dialogue s'instaure. Il est progressif, mais il prend un sens. Il n'y a que dans ce sens-là. J'ai vu avec nos différentes communautés. Moi, au départ, je n'avais pas une très bonne approche avec les communautés LGBT, mais il a fallu qu'on se connaisse et qu'on échange ensemble. Et ça se passe dans la communauté. Ainsi, ensemble, on travaille, on essaie de remonter les informations progressives afin de faire comprendre, par exemple, je vais devoir vous interrompre. Vous m'excuserez, monsieur. L'organisation et nos partenaires est très compliquée, en tout cas en ce moment. Je vais peut-être vous donner la parole. Et ce sont des aléas malheureusement du direct, vous l'aurez tous compris. Alors je disais, je vous laisse le temps de faire la parole. Je vous laisse peut-être aller, monsieur Levra, sur tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, sur ce qu'il faut faire, peut-être pour les de tout ce qu'on a dit. Je n'ai pas compris un traître mot de votre question. Alors, je disais en guise de conclusion, pour peut-être résumer un peu tout ce qu'on a dit, d'abord sur ce qu'il faut faire aujourd'hui pour booster ou en tout cas pour relancer aujourd'hui la riposte et aussi quelles sont les leçons finalement qu'on peut tirer, quel est l'engagement que doit prendre aujourd'hui un certain nombre des gouvernements, voilà, un peu comme voilà, en mode fin, mais en reprenant tout ce qu'on a dit jusque-là. Bon, je vais pas faire de grandes conclusions. J'aimerais surtout vous remercier d'avoir organisé ce débat et cette discussion. Et je crois que la professeure Tchombano a dit en fait ce qui était probablement le plus important. À savoir, elle a parlé de temporalité dans les mesures qui sont prises, mais ça implique aussi que pour nous, pour la question de la lutte contre le VIH-Sida ou d'autres pandémies, le point décisif, c'est celui de la manière dont on va sortir de la pandémie de la Covid et dont on va construire les mois et les années à venir, les bases sur lesquelles on va poser la discussion. Et il me paraît très, très important qu'on pose une discussion qui soit à la hauteur des enjeux auxquels on est confronté dans la lutte contre le VIH, qu'on n'entre pas dans une logique finalement qui voudrait qu'on a réussi assez mal d'ailleurs, mais on a réussi à traverser une pandémie et que par conséquent, il n'y aurait pas tellement de nécessité de continuer à s'occuper des autres pandémies auxquelles on est confronté. Et je crois que la plupart des acteurs, en tout cas la plupart des acteurs auxquels j'ai été amené à parler ces derniers temps sont très conscients que la manière dont on va sortir des discussions sur la Covid va être décisive
pour la poursuite de nos efforts dans le domaine du VIH-Sida. Et c'est à ça dont on doit être, auquel on doit être très attentif aujourd'hui. On commence à voir les contours de la sortie de la Covid. Ce qu'on doit faire, c'est utiliser ces mois qui nous restent dans la crise pour poser les bases d'un redémarrage sérieux de la lutte contre le VIH, Merci. une augmentation des dépistages, des prises en charge et d'un effort pour réunir les financements qui sont nécessaires à un recul significatif de la maladie. Merci beaucoup à vous, M. Christian Levrat. Je rappelle que vous êtes conseiller aux États suisses et président du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À vous, Madame Tchombiano. Votre mot peut-être de fin. Oui, peut-être deux petits mots différents, si je peux me permettre. Alors, le premier, c'est qu'on a tendance aujourd'hui beaucoup à évoquer les leçons tirées de la lutte contre le sida, etc. Je pense qu'il faut qu'on soit quand même très attentif. Il ne faudrait surtout pas que ça nous donne le sentiment, effectivement, qu'on est arrivé à nos objectifs. Donc, pour le coup, il faut se méfier un peu de nos satisfaits. On a encore chaque année 1,7 million de nouvelles infections, 700 000 décès liés au VIH. Donc voilà, pour le coup, il faut vraiment garder le cap. Et puis autre chose, et plus en lien avec le Covid peut-être, dire que ce qui a fait la grande force finalement de la lutte contre le VIH-Sida, ça a été de créer des coalitions d'acteurs. Typiquement qui regroupaient à la fois des ONG, à la fois des décideurs politiques, à la fois des chercheurs, des parlementaires, des citoyens, etc., etc. Et je pense que pour le coup, c'est aussi une grande leçon de la lutte contre le VIH-Sida qu'on devrait essayer pour le coup d'appliquer à la lutte contre la Covid. Voilà, c'est logique de coalition d'acteurs qui sont à mon avis extrêmement importantes. Voilà, ce serait le mot de la fin. Merci également à vous, Madame Stéphanie Tchombiano. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également directrice du think tank Santé mondiale 2030 et experte en santé mondiale. Encore une fois, merci. Merci à vous également, M. Levrat. Je voudrais sincèrement remercier aussi M. Alain Biambela. On a eu certainement quelques problèmes de connexion avec le Gabon, mais je pense qu'on aura compris l'essentiel aujourd'hui de son intervention aussi sur la question. M. Obiang Mbela, qui est directeur du développement des stratégies, des projets et politiques de l'ONG gabonaise Medjoa Santé Plus. Merci à vous trois. Je voudrais aussi remercier les internautes qui ont été nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes en ligne. On n'aura pas eu malheureusement assez de temps pour relayer toutes leurs questions, mais je vous propose à tous de poursuivre ce débat sur l'ensemble de nos plateformes en ligne. On se fera le devoir de répondre à toutes vos questions. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Je vous dis peut-être à très bientôt pour un autre débat. En tout cas, continuons d'agir pour vraiment voir l'épidémie du sida et même de la Covid reculer dans de très bonnes conditions. Merci. Au revoir. Au revoir.